24 octobre 2012. En apparence, c'est encore le calme plat sur Montréal. Une explosion survient. Il s'agit d'un attentat terroriste dans le métro. Les premiers paramédics arrivent sur place et font l'évaluation des victimes grâce à un premier triage START et ils identifient les blessés. Le chef aux opérations du Centre de communication santé informe l'Agence de la santé et des services sociaux ainsi que les hôpitaux à proximité du site du désastre afin de connaître leur capacité d'accueil. C'est nous qui allons aviser les centres hospitaliers qu'il y a un événement majeur qui se déroule dans leur secteur et qu'il est possible qu'ils reçoivent plusieurs bénéficiaires selon encore là l'état de la situation, selon le nombre de blessés. Quelquefois, les premières informations qu'on a sont floues. Par contre, plus ça se précise, plus l'événement peut prendre de l'ampleur. Sur une scène, on va toujours utiliser des étiquettes de triage. Chaque véhicule en a à son bord, les véhicules de chef aux opérations en ont également. On peut voir sur les étiquettes de triage qu'on a des petits collants qui peuvent s'enlever, qu'on va utiliser avec nos pads, tout simplement, de travail qu'on met en place à cet endroit-là ici. Donc, si mon patient est rouge, je le mets sur le rouge, le vert, et ça me permet d'identifier vers où s'en va mon bénéficiaire. Pendant qu'a lieu un premier triage des victimes sur le site, le coordonnateur régional des mesures d'urgence de l'Agence évalue les informations reçues. S'il y a lieu, il donne l'alerte régionale pour un code orange. OK, simulation code orange 2012 Montréal, c'est un go, c'est parti. Le 24 octobre 2012, le code orange est lancé comme dans la réalité. Le réseau de la santé se mobilise et entre en mode intervention. L'Agence et les services préhospitaliers voient à une répartition régionale équitable des victimes, de façon à ne pas surcharger les établissements et à respecter leur capacité d'accueil. L'alerte a bien été reçue à l'hôpital et on confirme les renseignements disponibles sur le sinistre. There was an explosion at Metro B, so there was about, like, in about 10 minutes they're going to be here. There's about 100 people involved. So we should call their supervisor and Yeah. make sure probably activate a code for him. Okay, let's get the rooms ready. La centrale d'appel annonce le code orange partout dans l'hôpital. Le personnel de soins et le centre de coordination des mesures d'urgence de l'hôpital se mobilisent sur le champ. Au moment où l'hôpital est informé qu'il y a un code orange, l'information va passer via le centre d'appel. On a un centre d'appel qui a la responsabilité d'alerter tous les intervenants qui vont être mobilisés pour l'intervention. Il y a un appel qui va se faire via des appels de groupe où les gens vont être appelés à la fois sur un téléphone cellulaire, sur un Padjet, via des SMS. Donc, il y a toutes sortes de moyens de télécommunication qui sont mis en disposition du centre d'appel. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a réellement la mobilisation qui commence. Il y a des gens qui sont à la fois sur le site, il y a des gens qui sont à la maison, et puis il y a un mouvement qui fait en sorte que les gens vont s'affairer à mettre en place le plan départemental. Lors d'un code orange, l'urgence est la porte d'entrée officielle des victimes. L'arrivée massive de blessés aura des impacts sur l'ensemble des secteurs de l'hôpital ainsi que sur le personnel. Le rôle de la sécurité dans un code orange est assez simple à expliquer, mais assez complexe à mettre en place. Il faut s'assurer que tous les intervenants qui doivent donner des soins critiques dans des situations complexes puissent le faire de façon sécuritaire. Donc, il faut s'assurer, premièrement, que l'on leur assure un contrôle du périmètre afin qu'il n'y ait que les gens qui aient accès et besoin d'avoir accès à l'urgence qui puissent y entrer. Je ne dirais pas des procédures de sécurité, mais des procédures pour faire en sorte qu'on va prendre en charge les familles, leur apporter le plus de support possible au niveau psychosocial et aussi leur donner le plus d'informations possible afin de réduire les préoccupations et d'éviter l'achalandage à l'urgence. À retenir, une fois l'alerte lancée, l'Agence et les services préhospitaliers voient au respect des capacités d'accueil des hôpitaux et à une répartition des blessés selon le type de blessure. L'Agence maintient aussi un lien avec les partenaires impliqués afin de transmettre de l'information aux établissements sur la nature de l'événement, le type de blessure, la présence d'un agent contaminant. Il y a mobilisation à l'interne et possible rappel du personnel à la maison. Les blessés arrivent peu à peu et il y aura un achalandage accru à l'urgence.
Les agents de sécurité s'assurent qu'un périmètre adéquat permet au personnel de donner les soins aux victimes. Du matériel et des fournitures supplémentaires sont nécessaires. Si normalement on calcule en moyenne 5 inscriptions à l'heure à l'urgence, il y en aura maintenant 35 en 90 minutes. Il faut s'organiser. Dès le déclenchement du code orange, il faut vraiment regarder tous les patients qui sont en attente de lit et qui sont déjà admis, mais physiquement dans notre salle d'urgence. Ces patients-là devraient vraiment monter très, très rapidement dans l'unité de soins pour lesquels il y avait une admission déjà enregistrée. Pour les autres patients qui sont en attente d'une admission puis qu'il n'y a pas encore une décision prise, il faut vraiment expédier cette décision-là, parler à nos consultants, leur dire « ce patient-là devrait être admis dans votre service » ou devrait avoir un congé, puis à ce moment-là, libérer une place dans notre urgence. Également, les patients qui sont dans la salle d'attente, qui pourraient potentiellement être traités dans des cliniques, on va les encourager à le faire, bien qu'on ne peut pas les obliger. Les gens qui veulent rester puis qui vont savoir qu'ils vont avoir des délais, mais veulent être traités à cet hôpital-là, on va évidemment le faire. Mais on va essayer vraiment de vider rapidement le plus possible notre urgence pour être en mesure de recevoir ces patients-là. Les victimes arrivent aux urgences. Dans le cas présent, la décontamination des patients n'est pas nécessaire, mais en présence d'un agent contaminant, les premiers intervenants décontaminent les victimes sur le site du sinistre. Certaines victimes pourraient se présenter d'elles-mêmes à l'hôpital. Il faudra alors les décontaminer sur place. Rappelons que lors d'une attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, 80% des victimes s'étaient rendues d'elles-mêmes aux urgences. À retenir, la décontamination s'effectue sur le site du sinistre par les premiers intervenants avant le transport vers l'hôpital. Des victimes contaminées pourraient se présenter d'elles-mêmes à l'hôpital. Il faudra les décontaminer sur place. Il est possible que les paramédics ne possèdent pas d'autres informations sur leurs patients que l'étiquette de triage. Afin de compléter les documents nécessaires plus tard, ils doivent donc prendre en note le numéro de l'étiquette. Il est possible que plus de 2 patients soient à bord et que les paramédics aient besoin d'aide pour sortir ceux-ci de l'ambulance. Des civières pourraient être nécessaires pour déplacer les patients jusqu'à l'intérieur. Un nouveau triage START a lieu lors de l'arrivée des victimes à l'urgence. Leurs conditions pouvant s'être aggravées au cours du transport, il est important de revérifier leur état de santé. L'infirmière assignée au triage doit rapidement orienter les paramédics vers l'endroit approprié afin de minimiser le temps que ces derniers devront passer à l'urgence. La disponibilité des civières et des ressources nécessaires au transfert facilitera le processus afin que les paramédics puissent être de nouveau disponibles pour les victimes du désastre ou pour un autre appel. Ils auront aussi besoin de récupérer leur équipement, planche dorsale, oxygène, etc. Tous ces patients-là vont maintenant être triés selon la nouvelle méthode appliquée en cas de code orange, donc la méthode START, qui vise à triager les patients dans différentes couleurs, soit vert, soit jaune, rouge ou noir. Donc la zone noire, c'est la mort temporaire pour les patients qu'on juge qui ne peuvent survivre à leurs conditions compte tenu des ressources disponibles en cas de désastre. Ça, c'est les noirs. Ensuite de ça, les rouges, c'est les patients les plus graves qu'on doit adresser en priorité. Donc, en général, ils vont être envoyés dans la zone rouge qui va être la salle de réanimation et les soins monitorisés. Donc, ça va devenir la zone rouge. La zone jaune va être la salle de réévaluation des patients, ou en général, c'est la salle dans l'urgence qui est utilisée pour les patients qui sont admis en attente d'obtenir leur lit. Donc, ça va être la zone jaune. La zone verte va être la zone de l'urgence qui est en général utilisée pour voir les soins mineurs. Il est possible que certaines victimes soient des enfants, et ceux-ci auront besoin de soins particuliers. Les enfants sont vulnérables pour maintes raisons. Premièrement, il y a des différences anatomiques très importantes. Ils ont, par exemple, une grosse tête, des organes qui sont à découvert, donc plus susceptibles au traumatisme. Il y a beaucoup de différences physiologiques aussi. Les signes vitaux sont différents. Les enfants respirent plus rapidement. Il y a un battement de cœur plus rapide. Il y a différents outils qui sont disponibles. Pour les adultes et pour les enfants qui ont plus que 8 ans, on utilise, entre autres, la méthode START. Pour l'enfant en bas de 8 ans, le plus jeune, on doit adapter un petit peu pour considérer les différences que j'ai mentionnées. Et un des outils disponibles, c'est le Jump Start. Ce sont des outils qui sont conçus à la base pour trier les victimes au site de désastre, donc sur le terrain.
On les a adaptés pour le centre hospitalier également, mais il faut faire attention parce que toutes les décisions qui sont prises au moment du triage sont prises toujours en considérant deux choses. Les ressources disponibles et la demande sur ces ressources-là. Donc, admettons qu'il y a 10 patients qui arrivent dans une heure, on n'a pas besoin d'utiliser un outil comme le Jumpstart. On peut gérer ce genre de débit-là comme on le fait habituellement. Mais c'est quand le débit devient tellement élevé qu'on n'est pas capable d'utiliser ce genre de triage-là, c'est là qu'on doit utiliser les outils comme le Jumpstart. À retenir, en cas de sinistre, l'échelle de triage et d'acuité, CTAS, est remplacée par la méthode START. La méthode START est basée sur l'évaluation de paramètres physiologiques tels que la respiration, la perfusion, le pouls, l'état mental, et vise à déterminer quels patients doivent être traités en premier. La méthode START est utilisée une première fois pour le triage sur le site du sinistre et une nouvelle évaluation START a lieu à l'arrivée des victimes à l'urgence. L'arrivée des victimes nécessite une réorganisation des soins pour les patients déjà présents à l'urgence. Si le code de couleur demeure inchangé entre le triage effectué par les paramédics et celui effectué à l'urgence, l'étiquette de triage devrait demeurer. S'il y a un changement au niveau de la couleur, le numéro de l'étiquette précédent devrait être noté au dossier afin de permettre un meilleur retraçage des patients. Les paramédics doivent être libérés rapidement pour les besoins subséquents et récupérer leur matériel. À retenir, les enfants sont un groupe vulnérable de la population. Chaque centre hospitalier doit être prêt à traiter des enfants. Le triage des enfants doit prendre en considération leurs caractéristiques physiques particulières. Autant que possible, les enfants doivent demeurer avec leurs parents ou avec leur famille. Le centre hospitalier doit prévoir les matériaux, les médicaments et les supports spécifiques aux soins des enfants, ainsi que la formation du personnel. En situation de code orange, le fonctionnement des différents secteurs de l'hôpital se voit considérablement modifié. Il y aura un impact dans toute l'institution, A à Z. Tout niveau, tous les éléments, tout le personnel. Peu importe si c'est un petit hôpital ou un grand hôpital ou un CHU, ça va avoir un impact dans tout l'hôpital. Sûr et certain, il y aura un impact important avec l'interaction avec les systèmes administratifs, l'agence, tout ça, sur la coordination de la région. Ça va être une implication avec l'institution puis le système préhospitalier. Il va y avoir un impact avec la salle d'urgence, sûr et certain. Les équipes de soins intensifs vont être impliquées pour une longue période de temps parce que le patient il va arriver, mais il va rester là. Ça dure très long, peut-être, l'impact dans l'hôpital. Ça n'arrête pas à la fin de l'événement. Ça peut être fini à la salle d'urgence, mais ça continue à l'hôpital pour peut-être un couple de semaines. Donc, c'est un impact très complexe dans l'institution pour coordonner ces affaires-là. Les soins intensifs, en particulier, recevront beaucoup de patients. On ne sait jamais si la communication téléphonique va être rompue. Dans un cas de désastre majeur, ça se peut que la ligne téléphonique ne fonctionne pas. Donc, c'est possible qu'on soit obligé de déléguer quelqu'un pour aller à l'urgence en bas. Ensuite de ça, d'avoir quelqu'un qui revient nous communiquer l'information avec la salle d'opération pour qu'on puisse planifier notre activité, faire, dans le fond, une organisation. Donc, s'il y a des salles qui sont en cours présentement, il faut savoir que durant une journée de la semaine, de jour, ce qui arrive, c'est on a plusieurs infirmières qui sont sur place, mais on a aussi des chirurgies en cours, ce qui fait qu'il faut évaluer OK, à quel point on en est rendu, s'il y a des chirurgies en cours, à quel moment ça va être terminé, pouvoir organiser les patients qui vont monter pour être sûr qu'on a des salles, du personnel disponible qu'on peut accommoder. L'élément clé, c'est de s'assurer que la personne qui va être déléguée pour aller en bas à l'urgence va pouvoir nous ramener l'information puis nous dire à quel moment le patient va monter, parce que sinon, autrement, on perd le cours et le contrôle de la situation. The impact is you have to decide which patients can be moved very, very quickly, which patients you can move in a short space of time. You might have to defer some treatments that you're planning. So it's about a reallocation of resource. So you have to change how your normal functioning occurs. So we split our teams and then we allocate a physician and nurse to organize for the incoming patients, and then we have a team specifically for the people who will stay, the children who are too sick to be transferred elsewhere, and then someone to organize for all the transferring kids. So we have within our plan, we have the capacity to transfer patients to the neonatal ICU because many of our children are
are still babies, so we can transfer care over there. And we also have the capacity to open up areas that currently don't house patients. À retenir, un code orange a des impacts sur la continuité des services. Un code orange a des impacts sur tous les secteurs de l'hôpital. Un code orange a des impacts sur le secteur des soins intensifs plus particulièrement. Les impacts sur l'ensemble des secteurs de l'hôpital peuvent être prolongés. Intervenir en situation d'urgence, c'est aussi devoir faire face à des situations nécessitant parfois l'implication des équipes psychosociales. Donc, on fait venir toute l'équipe du département de psychologie, l'équipe du département des services sociaux et ainsi de suite. Puis on s'assemble dans un endroit central où on attend des directives à savoir qu'est-ce qui s'est passé puis ce à quoi on s'attend de nous. Il devrait y avoir déjà eu préparation pour que les gens savent déjà quels vont être leurs rôles. C'est juste qu'à ce moment-là, au meeting, on vous dit vous allez travailler dans ce secteur-là, puis vous allez être la personne responsable du groupe psychosocial va être cette personne-là et vous répondez à ses ordres, ses requêtes, puis vous vous assemblez, puis vous faites le travail dans ce local-là. L'autre groupe va travailler ailleurs. Donc, une répartition des tâches basée sur les lieux puis les besoins. À retenir, une équipe devrait être composée de psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres et intervenants spirituels dans le but d'aider à stabiliser les émotions des victimes et à créer une distance cognitive et affective entre l'individu et l'événement. Réunir les victimes, mais aussi les membres importants de leur entourage, parents, enfants, amis, etc., pour leur donner le support nécessaire. Travailler à identifier les risques de traumatisme post-traumatique selon le contexte traumatique. Considérer la situation spécifique de chaque victime, autres traumatismes vécus, gestion habituelle du stress et des émotions, difficultés de santé mentale, perception du soutien social et soutien social existant, etc. Parallèlement à tout ce qui se passe dans les différents secteurs de l'hôpital, le Centre de coordination joue un rôle clé afin de supporter le personnel dans la gestion de la situation et ce, tout au long des interventions. Le Centre de coordination de l'établissement est aussi en lien avec le Centre de coordination de l'agence tout au long de l'intervention. Le Centre de coordination interne veille à ce que tous les services supports soient mis à contribution de la façon la plus optimale. Laboratoire, radiologie, banque de sang, magasins et fournitures, services de nettoyage, etc. Dans le continuum de soins, certaines victimes auront besoin de traitements spécialisés et de réadaptation. Donc, des transferts vers d'autres établissements pourraient être nécessaires. OK, tout le monde, officiellement, la simulation Code Orange 2012 Montréal, Alt Gear est donné à l'Hôpital général de Montréal, c'est complété. Bon travail tout le monde, merci. Encore une fois, le travail ne s'arrête pas là. Après un exercice de simulation d'une telle envergure, vient maintenant le temps du débriefing, une étape importante. Toutes les équipes impliquées gagnent à faire un débriefing. Qu'il s'agisse du personnel clinique, du centre de coordination, de la direction de l'hôpital, etc. Comme plusieurs grandes métropoles, Montréal n'est pas à l'abri d'un sinistre comme celui simulé aujourd'hui. L'exercice aura permis aux partenaires de mettre à l'épreuve leurs compétences, d'être mieux préparés et ce, à plus grande échelle. Les Montréalais sont dorénavant plus en sécurité. Code Orange 2012. Un exercice de simulation de 3 heures ayant mis à contribution plusieurs partenaires. L'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal en matière d'évaluation de la structure de coordination du réseau, le Centre universitaire de santé McGill aux fins de réception et de traitement des blessés, Urgence Santé pour le transport des fausses victimes et l'évaluation du transfert des blessés lors de l'arrivée des ambulances à Montréal, le service de police de la Ville de Montréal pour l'évaluation des interventions de contrôle de foule autour du site, la Société de transport de Montréal pour l'évaluation du transport de victimes par autobus, ainsi que les Forces canadiennes pour la préparation des fausses victimes. Pour plus d'informations sur la simulation Code Orange 2012 ou sur cet outil de formation, les personnes intéressées sont priées de contacter l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.